voilà. Donc n'hésitez pas, s'il fait pas trop chaud chez vous, à vous mettre en pilou pour cette update tranquillou. Voilà. Ça fait un moment, genre vraiment un moment, que je rame sur mes lectures et que je lis très lentement. Donc clairement je sais pas quand sera le prochain update, mais il risque d'y avoir un sacré temps. Donc là pour aujourd'hui, j'ai 7 livres à vous présenter, mais il y en a plusieurs, je crois 3 qui sont vraiment tout petits. Donc en soi ça fait déjà un moment que je rame sur mes lectures, on va voir ça comme ça. Bref, et donc parmi ces lectures, nous avons du bon, du très bon, du moyen. C'est assez varié, mais je crois qu'il n'y a pas de trop grosses déceptions. Il n'y a pas de giga flop en tout cas. Bref, on est parti et on va commencer avec Pruny Présidente. Donc dans Pruny Présidente, d'un collectif d'auteurs francophones que je vais pas vous répéter, aux éditions PKJ. Alors c'est théoriquement parlant le deuxième tome de Si on chantait. Dans la réalité, c'est complètement indépendant comme les traits de table. Ah oui, et j'ai bien changé de paire de lunettes, vous n'avez pas la berlue, voilà. Et comme d'habitude, vous êtes habitués, hein, je suis tentée de dire, vous allez intercaler potentiellement entre mes 2 paires de lunettes, alors que je ne mets plus que celle-là, mais vous savez, pré-tournage, tout ça. Bref, revenons à Pruny Présidente. Donc le pitch de Pruny Présidente, c'est tout simplement une 6ème, je crois qu'elle a 11 ans, qui du jour au lendemain va un petit peu s'insurger que les mineurs n'aient pas le droit de voter pour les présidentielles, et suite à une sorte de quiproquo un peu chelou, elle va devenir présidente de la France. Et s'ensuit une expérience très loufoque et très amusante, et franchement très sympa. Donc dans Pruny Présidente, c'est très loufoque et on se demande pas à cause de qui. Non mais il y a plusieurs auteurs et autrices qui ont l'habitude de faire des trucs très loufoques, donc on n'est pas surpris, on va dire ça comme ça. Donc c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a énormément de rebondissements inattendus. En fait, chaque auteur va écrire un chapitre et du coup va devoir rebondir sur ce que les précédents ont écrit, et on sent tous qu'ils ont envie de mettre leurs pattes et de mettre un truc, un rebondissement par... Chaque auteur a envie de mettre son propre rebondissement, voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, il y a vraiment beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se passent, et c'est assez surprenant, il y a plusieurs retournements de situation et c'est marrant. Mais du coup, justement, c'est sympa parce qu'il y a plein de rebondissements, mais on sent trop ce que je disais, qu'ils ont voulu forcer et tous mettre leur petit grain de sel, leur truc intéressant. Enfin, on dirait presque une mini compétition à qui a écrit le meilleur chapitre, ce qui est pas ouf. Ce qui a résulté du fait que ça a donné un truc un petit peu brouillon par moment, surtout sur la fin. Il y a même un truc, un personnage, un machin, je vais pas être plus précise, qui a été oublié. Genre littéralement pendant plusieurs chapitres, il y était pas, ce truc machin personnage, et il réapparaît vers la fin, et l'auteur ou l'autrice du chapitre en question était en mode « Ah oui, c'était tellement le bordel, on l'avait oublié !» C'est un peu chelou dans un bouquin édité quand même. Enfin je veux dire, ils auraient pu... une fois que c'était écrit, ils auraient pu faire « Ok, d'accord, alors à partir d'où on a commencé à l'oublier, bon bah on va le rajouter en une phrase ou deux, glisser par-ci par-là. » Vous voyez ce que je veux dire? Mais genre, dans un bouquin publié, dire « On a oublié tel perso, sorry !» C'est un peu chelou quoi. Dernière chose que j'ai à dire sur le sujet avant de vous donner sa note, c'est que la fin et le début étaient franchement sympas. Au début, on avait des styles d'écriture très sympas, et à la fin, c'est Timothée de Fombelle qui a conclu. Et il a conclu avec une fin que j'ai trouvée très poétique et très jolie et qui m'a beaucoup plu. Conclusion, je lui ai mis 8,5 sur 10. Donc une bonne lecture, une bonne action aussi, donc franchement il n'y a pas de quoi se priver. Et ça fait toujours plaisir de lire des trucs loufoques et farfelus. C'est toujours marrant. Et c'est moi la banane qui ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'avais oublié de brancher et d'allumer mon micro. Normalement vous avez eu du son avant, pas de soucis, mais la qualité de son, normalement vous devez avoir une petite différence quand même. Et on va passer à une toute petite lecture, et une toute petite lecture que j'ai... qui est mon dernier livre terminé, enfin mon dernier roman, on s'entend, et je l'ai terminé le 20 mai. Nous sommes actuellement le 3 juin, et j'ai dû lire 3... Oh même pas, je pense que je suis à 250 pages, même pas. Donc voilà, en 2 semaines j'ai lu 250 pages. Plus que 2 semaines. Ouais, bien plus. Non, si, 2 semaines. Si, c'est ça, en 2 semaines. 2 semaines, j'ai lu 250 pages. Ça craint, les gars. Ça craint, j'aimerais lire plus, mais j'ai pas le temps. Et quand j'ai le temps, j'ai pas l'énergie, ni la concentration. Parce que, petit point, mini peine de lecture, parce que je pense que c'est ce que je vis. Là, je suis actuellement en train de lire de la fantaisie adulte. Un deuxième tome, qui... J'ai pas en mémoire forcément parfaitement le premier, et du coup, il y a plein de prénoms, de lieux, d'événements que j'ai pas retenus, et c'est un peu la cata. Donc entre le fait que je lis que par bribes de 5 minutes, donc forcément ça m'aide pas, et le reste, autant vous dire que c'est pas ouf. C'est pas de la faute du livre, mais c'est pas ouf. Du coup je pense le mettre en pause pour me lire un contemporain vite fait.
Mais en attendant, du coup, j'ai rien fini depuis cette date-là, quoi. Enfin, pas de roman, toujours le même topo. Bref, cette lecture, la dernière terminée, donc, c'est Une vie avec Simone Veil aux éditions Scrinéo Destinée, enfin collection Destinée, je suppose que ça doit être ça, de Florence Lamy. Ici, je pense que tout est dans le titre. Donc première partie, c'est magnifiquement illustré sur la couverture. Donc première partie, on va suivre l'expérience de Simone Veil dans les camps de concentration. Et deuxième partie, tout son discours et son engagement pour l'avortement. Sachant que du coup je l'ai eu en service presse de Scrinéo, c'est seulement le deuxième service presse de Scrinéo que vous voyez en update lecture, on s'est rendu compte de ça avec Laurine, c'est que surtout moi, mais elle et moi, on demande plutôt pas mal de service presse de Scrinéo, et on en a chroniqué que 2, enfin ce n'est que le deuxième, elle en a pas chroniqué, moi c'est mon deuxième, mais à chaque fois c'est parce qu'ils sont tout petits et que je les lis dans la soirée. Donc il y a un moment, il va falloir que je me secoue pour lire mes Scrinéo, parce qu'ils me font tous très envie, mais je sais pas, je les lis après d'autres, ce qui est dommage. Bref, parenthèse terminée. Le point négatif que je lui ai mis, et c'est bien le seul, c'est qu'il est trop court. J'ai été extrêmement prise dans l'histoire et du coup j'ai trouvé ça trop court. Voilà. Par contre, justement, c'est parce que j'ai été prise dans l'histoire que je l'ai trouvé trop court, parce que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, très accessible pour les ados, je veux dire, c'est pas... vous n'avez pas les méandres politiques détaillés sur le pourquoi du comment, sur la partie, je parle de l'avortement, et sur la partie des camps de concentration, j'ai été morbidement happée en fait presque, parce que... Alors c'est pas horrible, hein, c'est largement lisible par des ados, c'est fait pour des ados, mais ce que je veux dire par là, c'est que à chaque fois que j'ai regardé, parce qu'on l'a tous fait au collège et au lycée, regarder des documentaires sur le sujet, enfin, on a beaucoup travaillé la Seconde Guerre mondiale, c'est assez glauque, c'est assez horrible, c'est... voilà, certes, mais moi il y a toujours eu un détachement, je sais pas si parce que je le voyais comme étant il y a trop longtemps ou j'en sais rien, mais là, même quand j'ai lu Si c'est un homme de Primo Levi, que j'ai trouvé affreux, enfin, ce qui se passe dedans, ce qu'on te décrit est absolument affreux, certes, mais je me sentais pas vivre le truc. Vous voyez, et tant mieux, vous me direz. Mais là, pour le coup, c'était tellement bien écrit, tellement bien fait, tellement bien décrit, que j'étais plongée dedans, comme si j'y étais, mon dieu. L'histoire, c'est... voilà, j'ai pas besoin de vous dire à quel point c'était affreux, comme période de l'histoire, donc voilà, j'en postillonne des mètres cubes. Ensuite, moi j'ai trouvé ce livre et surtout l'écriture des personnages terriblement humains. C'est-à-dire qu'on va être très honnête, je sais ce qu'a fait Simone Veil et je la trouve extraordinaire pour ça, mais j'ai jamais regardé ou lu d'articles d'elle. C'est-à-dire j'ai jamais regardé d'extrait d'elle qui parle, d'elle qui fait un discours. D'ailleurs ça m'a donné très envie de regarder son fameux discours sur l'IVG, dont on parle en détail dans le bouquin. Mais j'ai jamais lu d'articles d'elle, je l'ai jamais vu à la télé, rediffusion ou pas, enfin bref, jamais rien vu d'elle directement. Et là je l'ai trouvée extrêmement tangible, j'ai trouvé vraiment qu'elle faisait très humaine et trop géniale en fait. Juste trop géniale, donc je savais déjà que cette femme était incroyable et extraordinaire, mais je ne savais pas qu'elle l'était à ce moment-là, voilà. Et enfin, même si ça me paraît évident vu tout ce que je vous ai dit et vu l'épaisseur, il se lit très très vite, donc c'est un petit bonheur de l'avoir lu, même si la première partie, c'est pas un bonheur dans le sens ça te rend joyeux, hein, voilà. Ce livre en lui-même est une pépite, mais il te met pas dans la bonne humeur, meilleure humeur du monde, quoi. Et donc je l'ai noté 9 sur 10, voilà, donc je vous le recommande très vivement si Simone Veil vous intéresse. Bon après si vous êtes des experts en Simone Veil je suis pas sûre de l'intérêt, mais si vous avez envie de faire découvrir à des ados Simone Veil, pourquoi pas, ou si les sujets de l'IVG ou de la Seconde Guerre mondiale vous intéressent, plus précisément les camps de concentration et comment ils ont été vécus. Allez, on alterne donc une plus grosse lecture, il s'agit du tome 3 de Une histoire 2, ici c'est Une histoire d'alchimie, de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Comme vous le savez, ou comme je crois le savoir, j'ai eu un coup de cœur pour les premiers et deuxième tomes. Surtout le deuxième, le premier j'ai un doute, mais le deuxième c'est sûr. Celui-là a un peu fait un flop. Je ne lui ai mis que 8,5. Alors c'est une très bonne note, qu'on se mette d'accord, mais pour Une histoire de, c'est pas ouf. Parce que je l'ai trouvé en dessous des autres. Déjà, même s'il y a souvent des morales, parce que c'est destiné aux enfants et que c'est comme ça que fonctionne cette série de Chris Colfer, et celle du Pays des Contes aussi, j'ai trouvé un peu trop de philosophie / psychologie de comptoir. Voilà, donc je comprends que c'est pour des enfants et que eux ça leur paraît probablement pas comme ça, mais moi en tant qu'adulte j'avoue que ces points là ça m'a titillé un petit peu. C'est en vous disant ça que je me rends compte que je ne vous ai absolument pas fait le résumé. Ouais. Donc une histoire de, premier tome une histoire de magie, deuxième une histoire de sorcellerie, ça c'est une histoire d'alchimie, sont le préquel du Pays des Contes de Chris Colfer.
dans le pays des contes... En fait, je peux pas... Si, on peut vous faire le préquel, mais... Je sais pas si je vous conseillerais de lire dans l'ordre de parution, du coup, ou l'ordre chronologique, parce qu'honnêtement, je suis pas sûre qu'il y en ait un mieux qu'un autre. Je saurais pas trop vous dire. Mais vous risquez d'être déçus par le pays des contes, parce que pour moi, le pays des contes, c'est quand même moins bien qu'une histoire 2. Bref, pour revenir à nos moutons, le pitch de base. On suit Bristol, l'héroïne au centre, qui est une jeune femme qui adore lire. Problème, c'est que ce monde est très sexiste et que les femmes ne sont pas censées lire. Je sais pas si... Non, bah non, elles sont pas censées avoir appris, elles sont pas censées manipuler de bouquins, bref, tout pour les laisser à leur vieux statut pourri de femmes faibles. Et un jour, elle va être menée à faire le ménage dans une bibliothèque, clairement parce que comme ça, elle peut lire puisque c'est la nuit et du coup, bah, elle fait le ménage vite fait et après, elle lit les bouquins. Jusqu'au jour où elle va formuler à haute voix un sortilège pour savoir si elle possède de la magie en elle. Évidemment, elle s'attendait pas à ce que ça fasse un truc. Évidemment, ça va faire un truc. Et donc elle va se rendre compte qu'elle est doublement pointée du doigt entre guillemets dans la société parce que c'est une femme qui lit, ça doit pas se savoir, sinon la prison. J'aurais bien dit le bûcher mais pas sûr, donc on va se contenter de la prison. Et pareil pour la magie. La magie est fortement réprimandée parce que aucune distinction n'est faite entre sorcellerie et magie, et du coup bah, tous ceux qui font de la magie c'est des gens méchants et du coup il faut tous les enfermer. Bref, donc on va suivre Bristol dans ses péripéties, peut-être vers un monde meilleur. Peut-être c'est la merde et c'est pas un monde meilleur. Ça reste pour les enfants, je vous laisse supposer. Bref, j'irai évidemment pas dans le détail, mais l'un des points négatifs de ce livre, ce tome-là en particulier, c'est que ça reste un préquel du Pays des Contes. Donc quand on a lu le Pays des Contes, on sait pertinemment, je dis n'importe quoi mais pour vous donner une idée, qu'au moment terrible où on pense que Bidule va se faire couper le bras, on le connaît dans le Pays des Contes, on sait qu'il a 2 bras, on sait qu'il ne se fera pas couper le bras. Vous voyez ce que je veux dire? Et même dès le tome 1, il y a un personnage qui arrive, on sait qu'il lui arrive un truc à ce personnage, et on sait si c'est définitif ou pas, on sait si c'est vrai ou pas, parce que dans le Pays des Contes, il y a de nouveau ce personnage-là. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, peut-être qu'au risque d'être déçu, et tant pis, peut-être qu'il faut quand même commencer par une histoire de magie, voyez-vous. Parce qu'au moins, vous savez pas si tel ou tel personnage, enfin je sais pas, va se marier, si tel ou tel personnage va mourir, si tel ou tel personnage va perdre un membre, enfin voilà. Tout ce qui vraiment est définitif, vous aurez aucune idée dessus, alors que si vous lisez le Pays des Contes avant, bah vous savez que tel personnage va effectivement avoir des enfants avec Bidule, enfin voilà. Vous voyez le truc. Donc peut-être commencer par le préquel au final. A l'inverse, il y a eu des morts qui étaient surprenants, hein, on va être honnête. Il y a des morts et ils sont pas forcément attendus, mais on s'attarde tellement pas dessus que j'étais même pas un tout petit peu triste pour le perso. J'en avais rien à faire. Voilà, ce qui est dommage, hein, parce que bah, en général quand tu fais des trucs aussi grands et importants et surprenants, bah tu mets un peu l'accent dessus. Et là c'était pas du tout le cas, je trouvais ça dommage. Par contre, c'est un livre de Chris Colfer, donc forcément c'est très fluide, ça se lit très bien, ça se lit assez vite, et surtout il y a plein de diversité, et ça c'est cool. Alors c'est pas non plus le meilleur truc du monde, mais au moins, niveau diversité, on n'a pas l'impression qu'il est coché des cases. Ça fait très très naturel d'avoir toute cette diversité, tant genrée que sexuelle, que de couleur de peau. Je suis pas sûre qu'il y ait de religion. Non, je pense pas, mais parce que personne ne parle de religion dans le bouquin, donc on sait pas trop. Enfin bref, il y a plein de trucs très très divers, et très très variés, et très très cool. En revanche, j'ai noté le fait qu'au début, et même à la fin, en fait, il n'y a rien qui m'a aidé à me rappeler de qui était qui en fait. C'est-à-dire qu'il y avait plein de personnages que j'avais oubliés, ou alors j'avais oublié comment ils s'appelaient, et il n'y a pas eu vraiment de rappel, ni je sais pas, d'explication de la personnalité des personnages. On était directement jetés dans le bain, sans qu'on nous rappelle qui faisait quoi. Alors, c'est assez facile, on va dire, avec certains personnages de savoir dans quel camp, entre guillemets, ils sont. Genre, un personnage qui s'appelle Suture. Concrètement, tu te doutes bien que c'est pas une petite princesse mignonne, machin. Bon, ok, Suture est une sorcière. J'espère que c'était pas un spoil les précédents, ça m'étonnerait. Mais c'est ce genre de choses, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a fallu que je devine, mais personne m'a aidé à me rappeler. Et je trouve ça plutôt dommage. Et enfin, dernier point vis-à-vis des personnages, Xanthus, oui si il est là, il est sous ma main depuis tout à l'heure là, c'est celui qui brûle. Xanthus,
le point de vue et l'histoire de Xanthous et tout ce qu'on vit avec Xanthous, je sais pas comment vous le prononcez, ou d'ailleurs son prénom, bref, était vraiment très bien, et ça m'a beaucoup plu. Tiens d'ailleurs, je l'ai pas noté dans mon carnet, mais tant que j'y pense, la relation entre Bristol et la personne derrière. Je veux juste dire ça, je veux éviter de spoiler au maximum, mais leur relation entre les deux là, moi j'ai adoré. Moi j'ai kiffé, c'était trop bien. Et je crois que j'ai fait le tour pour ce bouquin. Donc une série très bien, mais un tome 3 un peu en dessous. Et je sais pas combien de tomes il est censé y avoir en tout. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on retourne avec un 9 sur 10, puisque j'ai mis 9 sur 10 au garçon qui ne voulait pas parler, de Cassandra O'Donnell, chez Flammarion Jeunesse. Donc je rappelle, c'est ce livre que j'ai acheté sur Vinted pour 2 balles, je crois. Parce qu'il est tout petit. Et que je sais pas, au vu de la couverture, j'avais pas vu l'autrice et tout. Je pensais que c'était de la BD. Pas du tout. Aucun rapport avec de la BD. Pour l'histoire, on va suivre donc le petit garçon et la petite fille sur cette couverture. Enfin, je dis petit, mais je crois qu'ils sont au collège quand même. Hein. Ouais, c'est ça, collège. Et donc, on va suivre une héroïne dont tout le monde se moque. Notamment à cause de son style vestimentaire, je crois, parce que ses vêtements sont pas à sa taille, ils sont trop larges, enfin, ça va pas, ils sont toujours en train de se moquer d'elle. De toute façon, je pense qu'elle aurait des fringues bien, ce serait pareil. Et lui, il est muet suite à un petit traumatisme depuis 3 ans. Voilà. Et du coup, le truc, c'est en mode, sera-t-il ouvrir sa gueule pour protéger son ami? Suspense. Il a le bonheur, ce livre, de ne pas avoir eu de points négatifs. Parce que même si l'histoire était très courte, j'ai trouvé quand même que y avait pas de... Il n'y avait pas trop de trucs de laisser de côté, on restait pas sur notre fin, ça reste une histoire terminée, très bien. Et le seul rikiki bémol à la limite que vous pouvez dire, c'est qu'il n'y a pas d'histoire à côté. Souvent dans un plus gros roman, il y a l'histoire principale, et il y a à côté 2-3 petits sujets, 2-3 petits machins. Bon là il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas vraiment le temps. Malgré l'épaisseur, il ne donne pas non plus l'impression d'une histoire accélérée, ce qui peut être le cas dans des bouquins assez courts. C'est pas non plus le cas de Simone Veil, mais parce que Simone Veil c'est des extraits de sa vie en gros, qui ont été romancés, donc c'est normal que ça soit court. Là c'est vraiment une histoire terminée et on n'a pas l'impression que l'autrice s'est tapé un sprint. Moi j'ai trouvé ça vraiment remarquable pour un livre si petit. Même chose, c'est pas surprenant, c'est tant mieux pour le livre parce qu'il est assez court justement, mais il a été prenant en très peu de pages. En très peu de pages, t'as envie de connaître la suite et t'as envie d'avoir le fin mot de l'histoire, ce qui aurait été dommage autrement, mais ce n'est pas le cas, donc parfait. Il me paraît évident que s'il a été si bien noté, c'est parce que le sujet principal, qui est très important, à propos du harcèlement et du mutisme aussi du héros, est très bien traité. Je trouve qu'il est très bien traité, il est intéressant. Il n'y a pas le... comment dire ça? J'ai pas eu ce sentiment de happy ending, enfin, le happy ending se produit parce que le handicap disparaît. Voilà. Et je dis pas que c'est pas ce qui se passe, je dis juste que j'ai pas eu ce sentiment. Je veux vous laisser dans le flou. Peut-être ça se passe quand même, peut-être ça se passe pas, mais en tout cas j'ai pas eu ce sentiment. Et enfin, big up à la présence de différentes cultures, puisqu'en gros, le héros habite dans un immeuble dans lequel il y a au moins 3 ou 4 cultures différentes, je sais plus. En gros, on suit leur point de vue des genoux, j'allais vraiment dire des genoux, des deux collégiens, mais on a aussi un petit peu le point de vue, je sais pas comment appeler ça, de l'immeuble, je sais plus si c'est de sa mère à lui, ou de l'immeuble à proprement parler, mais où en gros on voit les mères qui discutent entre elles et tout, et donc c'est la mère de lui et la mère de ses potes, mais je sais plus s'il a 2 ou 3 potes, je crois qu'il a 3 potes. Du coup il y a au moins 4 cultures qui se mélangent, au moins, et c'est vraiment très très intéressant, et j'ai trouvé ça très chouette de les glisser dans le bouquin alors qu'il y a si peu de pages. Donc vous voyez, même s'il n'y a pas d'histoire à côté, il y a quand même d'autres sujets et d'autres petits machins dispersés par-ci par-là, et ça c'est chouette. Vous voulez un autre bouquin qui n'a pas eu de point négatif parce qu'il a été un coup de cœur? Allez! À un cheveu, évidemment, de Maëlle de Sar aux éditions Slalom, que j'ai lu à sa sortie, à peu de choses près je pense. Je l'ai eu le jour de sa sortie et je pense que j'ai dû attendre quelques jours avant de le lire. Bon déjà, vous le savez grâce à Esther Parmentier, mais je suis fan de l'humour de l'autrice, j'ai toujours été fan de son humour, je ne pense pas que ça bougera, et je pense que je vais continuer à lire toutes ses sorties. J'étais déjà partie pour vous faire l'update, pour vous partager mon enthousiasme, vous dire à quel point je l'ai aimé, blablabla, mais je ne vous ai pas fait le pitch. Quand on ne tourne pas d'update pendant longtemps, on oublie comment on fait un update. Donc on va suivre ici Emma, qui a 17 ans, qui rentre dans un nouveau lycée. Pourquoi elle rentre dans un nouveau lycée? Parce que sa famille a dû déménager à cause de ce qui s'est passé dans le précédent.
Et il n'y a pas de suspense pendant les 3/4 du bouquin, et on découvre à la fin « Ah là là, il s'est passé ça !» Non, pas du tout. C'est pas l'intérêt du livre. Non, en fait, elle a dû déménager parce qu'elle a été victime. Non, c'est pas du tout les bons termes. Elle est atteinte d'alopécie. Donc, qu'est-ce que l'alopécie? L'alopécie, c'est une maladie qui n'est clairement pas grave parce qu'elle cause la perte de poils et de cheveux. Voilà, donc c'est le seul symptôme. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas grave, c'est purement esthétique. Mais du coup, plus de cheveux, ou très peu. En tout cas, pas assez pour que ça soit bien joli et fourni selon ce que veut la société. Et bah, c'est souvent définitif. Pas toujours, mais c'est quand même souvent définitif. Donc il y en a qui ont de la chance. Parce que au moins, ça leur retire toute pilosité et voilà. Enfin, de la chance. Par rapport aux standards sexistes, vous voulez. Et puis il y en a qui ont moins de chance et qui ont quand même tous leurs poils là où elles en veulent pas. Je dis elles parce que souvent c'est les femmes qui se rasent et qui s'épilent. Hein. Et qui ont plus de cheveux alors que c'est là où elles en voudraient, quoi. Bref, j'ai l'impression de me perdre dans les méandres féministes et de dire ce que j'ai pas envie de me faire dire. Donc on va arrêter sur là-dessus et on va reprendre le pitch. Donc elle est atteinte d'alopécie, ça s'est très mal passé dans son précédent lycée et du coup avec son frère et ses parents ils ont décidé de déménager puisqu'elle a une perruque, donc elle veut vraiment absolument que son secret en reste un dans son nouveau lycée et comme ça elle se fera pas embêter, elle aura pas de problème et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et vous êtes parti pour me dire, parce que vous me connaissez extrêmement bien, vous êtes parti pour me dire Clémentine, mais qu'est-ce que tu racontes là tu détestes le trope des secrets. Genre vraiment t'aimes pas ça. Et à ça je vais vous dire, oui effectivement, quand il y a un secret entre deux personnages, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que quand tu découvres qu'il y a un secret qui a été gardé au personnage principal, mais que tu le découvres en même temps que ce personnage, c'est pas gênant, moi ça me gêne pas du tout. Mais quand tu es à la place de la personne qui garde le secret, je trouve ça horrible. Parce que moi-même, je ne sais pas garder un secret, je suis très nulle pour ça. Quand c'est vraiment important, je peux le faire. Mais je pense que les choses que j'ai révélées à personne, d'important évidemment, se comptent sur le doigt d'une main. C'est moche, mais c'est vrai. Et donc, pour revenir à mes moutons, d'habitude, le secret, ça me met pas très à l'aise. Mais là, je savais vraiment que je m'embarquais là-dedans. Et même si, la plupart du temps, j'étais en mode « mais juste dis-le, c'est pas grave, on s'en fout, c'est que des cheveux », en même temps, je la comprenais tellement. Je fais pas partie de la majorité de ce point de vue-là, c'est-à-dire que moi, je sais pertinemment que des apparences, du qu'en dira-t-on, etc., j'en ai rien à cirer. Au collège, peut-être pas, mais je sais qu'à partir du lycée, j'en avais plus grand-chose à faire. Et je pense qu'à sa place, je me serais baladée crâne nu, sauf peut-être en hiver, sans aucun scrupule. Voilà. Elle, c'est pas son cas, donc certes, j'arrive pas forcément à me mettre à sa place, parce que j'aurais pas fait pareil, mais je la comprends. Donc, c'est pour ça que le côté secret est plutôt bien passé avec moi, quand même. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire à propos de ce livre? Déjà, j'ai adoré le traitement des thématiques principales, parce que il y a l'alopécie, et il y a une thématique forcément vis-à-vis du harcèlement, puisque c'est ce qu'elle a vécu dans son précédent lycée, donc on va avoir des mini flashbacks et tout à propos de ce qui se passait. Et puis on va avoir un sujet, alors je vais vous donner le sujet très très large, pour pas vous spoiler. Mais il y a un sujet plutôt féministe, si vous voulez savoir je vous le dirai en commentaire, mais je le dirai pas dans la vidéo pour pas spoiler. Et il y a un sujet plutôt relation. Pas forcément amoureuse, c'est juste relation humaine en règle générale. Et j'ai trouvé que ça avait été très 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 bien traité. J'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été fait, donc ça c'est un truc que j'ai apprécié. J'ai aussi apprécié, c'est un micro spoil, mais il faut que je le dise, et puis ça plaira à Laurine, ça la motivera. J'ai aussi aimé la romance, parce que sur la fin, c'est clairement pas un point important, attention, à tous ceux qui n'aiment pas la romance, c'est pas un point important du tout. Mais, à ceux qui aiment ça, sachez que vers la fin, il y a peut-être un petit soupçon de romance. Voilà, et que c'était trop mignon. C'était trop mignon, c'était adorable, c'était chou au possible. Bref, la romance est la fin. Est-ce que c'est un plus? Je sais pas trop, mais ça sent malheureusement le vécu. C'est-à-dire que l'autrice, je sais plus si je l'ai dit au début, est atteinte d'alopécie. Elle n'a pas sorti l'histoire de nulle part, je pense qu'il y a beaucoup de vécu. Et ça se sent et ça fait mal au cœur parce que au début, comme on le comprend dès le résumé, elle est pas bien dans sa peau, Emma. Elle est pas bien dans sa peau parce que elle passe son temps à penser à son secret, à tout le mal qu'on lui a fait quand les gens ont découvert son secret. Et ça doit être affreux à vivre et je comprends tous les traumas et la difficulté du coup à se montrer sans sa perruque et à donner son secret. Mais en même temps, ça devrait pas être le cas. Ça devrait pas être le cas.
On ne devrait pas avoir des représentations aussi carrées de la femme doit avoir des cheveux tout court, long, pas long, peu importe. On ne devrait pas avoir ce genre de représentation. Et je vais finir sur 2 points qui se recoupent avec une proposition de ma part. Vous me direz en commentaire si vous voulez en savoir plus. Mais j'ai beaucoup aimé le sentiment général de bienveillance qui est sorti de ce livre. C'est-à-dire que il y a des livres bienveillants certes, mais ça ressort pas particulièrement. Et il y a des livres comme ça, t'as l'impression qu'ils te font un câlin. Et celui-là, c'en est un. Voilà, je sais pas comment le décrire mieux, c'est chaleureux, c'est doux, c'est plaisant, c'est bien. Et c'est bienveillant. Un autre exemple du style qui serait beaucoup plus connu et beaucoup plus lu, c'est Heartstopper pour moi. Il se passe pas forcément que des choses positives, mais je sais pas, on n'est jamais mal à l'aise, on est bien dedans, on se sent inclus, on se sent bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, ma proposition, et ce que je vais vous demander, c'est est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo où je ne vous montre, peut-être pas forcément sous forme de top, mais où je vous montre que ce genre de bouquin, très ouvert, plein de diversité, et où on se sent bien comme dans un câlin. Voilà. Ça fait très niadi comme ça, mais dites-moi si vous intéresse d'avoir tous ces trucs tous ces exemples de livres plein de bienveillance. Et du coup, ça recoupe avec mon point suivant, c'est-à-dire la relation entre son frère d'un an de plus, si je dis pas de bêtises, et elle, qui est vraiment trop adorable et trop mignonne. Et je pense que tout le monde rêve d'avoir une relation amicale ou fraternelle comme ça, parce que vraiment, c'était trop chou. Sur ce, c'est un coup de cœur. C'est forcément du coup le livre que je vous recommande le plus de cette update, puisque c'est le seul coup de cœur. Et c'est une petite merveille de contemporain. Voilà. Ensuite, j'ai envie de vous sortir mon expression du moment, 2 salles, 2 ambiances. Donc Voyage à Lilliput, qui est plus ou moins le premier tome des Voyages de Gulliver, si j'ai bien suivi, mais franchement c'est pas clair dans ce livre-là, de Jonathan Swift, aux éditions Nathan. Donc vous savez, vous vous rappelez, c'est les fameux carrés classiques que j'ai gagnés il y a 1 an et quelques. Ouais, ça doit être ça. 1 an et quelques dans un concours de Noël. Et du coup, j'ai lu celui-là, notamment pour le challenge à table, puisque c'est Voyage à Lilliput. Et du coup, c'était la thématique du mois de mars, si je dis pas de bêtises. Non, d'avril, je dis des bêtises. On va commencer directement avec le résumé, même si je suis pas sûre qu'il y ait besoin. C'est Gulliver qui arrive sur une île, et sur l'île des Lilliputiens. C'est de là que vient le terme Lilliput, Lilliputien. Voilà. Et donc c'est un tout petit être, les Lilliputiens, donc je sais plus quelle taille ils font proportionnellement à lui. Je sais pas si l'image est vraiment correspond vraiment à ce qu'ils disent dans le bouquin, mais en tout cas ils sont tout petits par rapport à lui, et du coup on va suivre son périple sur cette île là. Déjà, on va être honnête, c'était pas aussi captivant que ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que c'est pas qu'on nous envoie du rêve au début, mais en fait il va pas se passer grand chose dans ce bouquin, alors qu'il est tout court, donc il pourrait se passer plein de trucs. Enfin, voilà, il se passe pas grand chose. Ensuite, et ça c'est purement dû à l'édition je pense, quel est l'intérêt, s'il vous plaît expliquez-moi, parce que s'il y a une bonne explication je veux bien l'écouter. Quel est l'intérêt de faire au début du chapitre un résumé de ce qui va se passer dans le chapitre? Genre là, voilà, le petit paragraphe là, c'est un résumé de tout ce qui se passe dans le chapitre après. Quelqu'un peut-il m'expliquer l'intérêt? Parce que si c'est une édition pour les collégiens, les lycéens, que sais-je, ouais non là je le sais pas, si collège, c'est pour leur faire lire le bouquin, pas pour qu'ils lisent juste les résumés de chaque chapitre au début. Enfin je vois pas l'intérêt, genre vraiment. Et enfin, je comprends que c'est une édition à nouveau pour le collège, mais il y a plein de pages inutiles, bon alors inutiles pour moi, hein, on s'entend, de questions, etc. En plus il y a une marge bien grasse sur les côtés, pour les petites notes certes, mais bon, il y a moyen de faire mieux, entre guillemets. Ça aurait été plus sympa de les mettre tous en un tome en fait, je pense. Parce qu'il y a d'autres aventures de Gulliver, je saurais pas vous dire combien, mais je crois pas tant que ça, j'avais regardé, genre 3-4. Et là, rien que si on retire les notes de la fin, on est à moins de 130 pages. Donc je pense qu'un bouquin de 300 pages, c'est pas le bout du monde non plus. Et si les profs ils veulent dire juste, vous achetez juste vous lisez juste le premier tome sur l'intégrale, ils le font, enfin c'est pas gênant. Bref, moi j'aurais bien voulu tous les lire d'un coup. Et je suis pas sûre qu'il y ait une suite dans cette édition-là, en tout cas s'il y en a une, je la lirai pas dans cette édition. Mais peut-être qu'un jour je me dirigerai vers l'édition complète pour les lire tous d'un coup. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu veux lire la suite si ça t'a pas plu plus que ça? Alors ça m'a quand même plu, j'ai trouvé ça sympa. Par exemple, on nous dit bien au début, à nouveau c'est un truc pour les collégiens donc il y a plein d'explications, on nous dit bien au début, l'auteur il a clairement voulu faire un parallèle entre les Lilliputiens et les Anglais au niveau de leur gouvernement. Et du coup, il va pas arrêter de tacler les Lilliputiens en mode je comprends pas pourquoi ils font ça, je comprends pas pourquoi ils font ça, c'est quand même complètement con.
qu'ils fassent ça comme ça. Et moi en tant qu'adulte, je pense qu'au collège je l'aurais pas vu. Mais moi en tant qu'adulte, j'en ai vu plein des parallèles dans ce qui est décrit et ce qui est raconté. Et j'ai trouvé ça très drôle et très à propos. Et ensuite, l'autre argument qui me donne envie de lire la suite, c'est que justement sur la fin, il n'y a pas de cliffhanger à proprement parler, mais on nous tease un petit peu ce qui va venir. Et du coup, je suis en mode... Bah moi je veux savoir quand même, je suis curieuse, j'ai envie de savoir ce qui va lui arriver à Gulliver sur la suite des tomes. Donc, allez savoir si un jour ça se passera. En tout cas, j'ai lu ce premier tome. C'était sympa sans plus, mais je me lirai peut-être un jour la suite. Ah, et j'ai pas dit, je lui ai mis 7,5. Mais j'ai remarqué que c'était les notes que je mettais en règle générale au classique qui me plaisaient sans plus. Enfin, aux livres qui me plaisent sans plus tout court. Hein. Et enfin, dernier livre de cette update, on va suivre Fleur d'Oko. Enfin, on va suivre Oko dans Fleur d'Oko, qui est donc le premier tome d'une série. Je sais pas combien il y a de tomes, combien on est censé avoir de tomes. De Laetitia Danae, aux éditions Snag. C'était mon premier livre aux éditions Snag. Et c'était aussi mon premier finaliste du PLIB. Et d'ailleurs, il faudrait que je me secoue à ce sujet, parce que c'est le seul que j'ai lu jusque-là. Voilà. Mais du coup, je suis en pleine panne de lecture, alors c'est compliqué, on l'a dit. Je lui ai mis 8,5 sur 10. C'est un bon premier tome, mais ça sent clairement le premier tome, si vous voyez ce que je veux dire. C'est les prémices de quelque chose et on sent que il y en a encore sous le pied, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça sera probablement pas mon gagnant du PLIB. Alors j'ai pas lu les autres, donc je peux pas critiquer. Je peux pas comparer non plus, mais ça le sera probablement pas. Comme d'habitude, quand je vous en présenterai d'autres des finalistes du PLIB en update, à ce moment-là, effectivement, je vous dirai s'il a été rétrogradé ou pas. Bon, pour l'instant, c'est le seul que j'ai lu, donc forcément, c'est mon finaliste, mais je prévois et je prédis que ça ne sera pas mon finaliste. Commençons par le pitch. Oko a été éduquée par... J'ai encore perdu son nom. La sorcière Zayenda, que j'ai pendant tout le début voulu appeler Zendaya. Non, Zayenda, c'est pas parce que c'est un anagramme que... voilà, hein. Donc Zayenda, et celle-ci était franchement pas commode, on va dire ça comme ça. Et lui a fait vivre des trucs pas très cool, et donc elle va s'échapper, en ayant bien les chocottes qu'elle la rattrape, et va postuler comme apprentie de Sumaoro, parce qu'elle pratique la magie. Et le truc c'est qu'on est dans un monde où c'est pas patriarcal, c'est matriarcal, mais la magie est d'habitude exclusivement réservée aux hommes. Donc, elle va se retrouver dans un contexte sexiste comme nous on le connaît, mais dans un monde au sexisme inversé. Vous voyez le truc? Bref. Et du coup, ce côté sexiste un peu alambiqué, si vous voyez ce que je veux dire par là, était plutôt novateur et sympa, entre guillemets. Le sexisme n'est jamais sympa. Mais ça changeait, ça faisait du bien. Comme je le disais, comme c'est un premier tome, on a l'impression pas qu'il manque des choses, mais que ce qui me manque arrivera par la suite. Et c'est pour ça que j'ai pas été aussi à fond dedans que j'aurais pu, donc je pense que c'est dû à ça. Dû au fait que c'était en lecture commune, et vous savez, le découpage de lecture commune peut influencer d'une manière ou d'une autre, quand on est obligé d'attendre alors qu'on voudrait pas, ou à l'inverse, quand on a l'impression de devoir aller vite, parce qu'on est à la bourre par rapport aux autres. Donc je sais plus dans quelle situation j'étais par rapport à la lecture commune, mais je crois que j'ai fait les deux, dans cette lecture commune. Donc, il y a ça. Et enfin, le fait que je venais de commencer un nouveau boulot, je crois. Je sais plus à quel point il était nouveau le boulot, mais en tout cas, j'étais dans le boulot, ça faisait moins d'un mois que j'étais dans mon nouveau boulot, donc clairement, autant vous dire que j'avais pas forcément la tête à lire Fleur d'Oko. Par contre, le folklore africain là-dedans est trop bien. À chaque fois qu'on avait une nouvelle créature, ou une nouvelle spécificité, un nouveau personnage et tout, j'avais envie d'aller fouiner sur internet pour savoir si ça venait de l'imagination de l'autrice, ou si ça venait du folklore africain, et j'en avais aucune idée. Bon, je l'ai fait 1 ou 2 fois au début, puis j'en ai vite eu marre quand j'ai eu l'impression que quasiment à chaque fois ça venait de l'autrice. Donc je sais pas si elle s'est approprié un folklore africain ou si elle a inventé des trucs qui ressembleraient au folklore africain, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça très très stylé, et surtout très stylé qu'il y en ait autant et pas que ce soit juste un petit truc au début, un petit truc au milieu, un petit truc à la fin pour faire genre. Voilà, moi j'ai trouvé ça très très cool. Mais ce qui est dommage, c'est que j'avais bien compris, et on comprend bien grâce à la couverture, grâce au livre, grâce aux descriptions, que c'est africain et que ça se passe plutôt sur ce continent-là, mais justement on a très peu de descriptions. C'est-à-dire que on va avoir des descriptions des objets, des tenues, si j'ai bonne mémoire, donc on est dedans, mais tout ce qui est décor, tout ce qui est ambiance, tout ce qui est pièces, tout ce qui est bâtiment, pas trop. Ou moi qui d'habitude ai aucune difficulté à me faire une image de l'intérieur d'une pièce grâce à une description, ou d'un bâtiment grâce à une description, ou d'un je sais pas moi, d'un décor, là c'était pas le cas.
Voilà, il y a 2-3 décors, j'ai une idée, parce que on passe beaucoup de temps dedans, donc au bout d'un moment, ça fait une idée précise. Mais il y a d'autres endroits, aucune idée de ce qu'il y a dedans. Je voyais des trucs quasi nus, alors que franchement, vu l'ambiance, ça devait être richement décoré, mais ça n'a jamais été décrit. Ou en tout cas, je l'ai pas perçu. Sans donner trop de détails, pour ceux qui sont comme moi, qui aiment bien le challenge, on va dire ça comme ça, il y a plusieurs épreuves dans ce livre, ce que j'ai adoré, ce que j'ai trouvé très chouette. Moi j'aime beaucoup quand il y a des épreuves. Donc moi j'ai trouvé ça très sympa, toutes les épreuves qui étaient comprises dedans. Moi j'ai écrit un tout petit peu plus dans mon carnet, mais évidemment, pour des raisons de spoil, je ne peux pas vous dire ce que j'ai écrit. Et enfin, dernier point de ce livre, et donc de cet update, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est world building, donc ça veut dire l'univers, en gros. Donc la magie, le système de magie et tout, moi j'ai franchement beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la géopolitique, que j'ai trouvé sympa, même si j'en suis pas une extrêmement grande fan d'habitude. Là je trouvais que ça passait très bien, et je sais que Rosen de l'autrice, que j'ai déjà lu aussi, avait mis beaucoup de géopolitique dedans, et ça ne me gênait pas du tout. Donc à croire que soit je m'y fais, soit c'est la version géopolitique de Laetitia Danae que j'aime bien. Et enfin, pour ceux qui l'auraient éventuellement lu, dans le world building, j'ai aussi beaucoup aimé la brume. J'ai pas la foi de vous expliquer, si vous l'avez pas lu, ce que c'est que la brume, mais c'est un truc et un concept très très chouette qui m'a bien plu. Et donc, je ne sais plus si je l'ai dit, je lui ai mis 8,5 sur 10. Et j'en ai à présent terminé avec cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Pour l'emoji du jour, réfléchissons. Parce que je crois pas qu'il y ait d'emoji petit, genre un truc qui signifie petit. Bon, si vous trouvez un truc qui veut dire petit, un emoji qui veut dire petit ou un truc du style, mettez-le. Moi j'avoue que j'en trouve pas dans ma tête là, donc je vais réfléchir à un autre emoji quand même. Bon et bien vous savez quoi, puisque mon livre préféré c'était un cheveu et que ça parle d'alopécie, donc forcément de crâne, vous allez mettre l'emoji d'un personnage, d'une personne chauve. Voilà, je veux un emoji de Jean Chauve dans les commentaires. Les emojis ça devient de plus en plus nawak, mais moi ça me fait rire. Bref, donc j'espère que je vous ai tenté avec au moins un ou deux de ces livres. Notamment Simone Veil, là que j'ai en tête, Simone Veil, et bien sûr un cheveu. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!